Bonjour les amis, alors j'espère que vous êtes dans la joie. Personnellement, moi chaque jour, mes oracles m'accompagnent dans un voyage intérieur intuitif et guérisseur et j'avais envie de vous les présenter tous les trois. Alors mon premier oracle, celui de la métamorphose, qui axe son message sur un cheminement annuel avec 52 cartes, une carte par semaine pour vivre sa métamorphose et qui est accompagné d'un conte et d'un livret avec des enseignements et des rituels. Mon deuxième oracle, celui du scarabée d'or, qui se focalise sur ces mystérieuses coïncidences, les synchronicités qui se présentent dans notre vie. Et le tirage est un peu différent du premier, avec 4 cartes qui comportent 4 thèmes différents. Et il prend source aussi dans la mythologie égyptienne et est accompagné d'un livret vraiment détaillé avec les significations des cartes et un mignon petit carnet de notes pour toutes vos guidances. Et enfin, mon dernier, mon petit chouchou du moment, l'oracle de l'être infini, qui est un petit oracle nomade ou de sac à main et qui répondra à vos questions quotidiennes ou existentielles. Alors ces 3 oracles, ils sont toujours magnifiquement illustrés par ma complice, l'artiste Izumi Idoya, et publiés évidemment aux éditions Erol. Ils sont disponibles chez votre libraire préféré de quartier ou en ligne. Merci beaucoup. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Angoisse, idées tristes, sentiment de vide, qui n'a jamais connu ces passages difficiles que la vie nous apporte parfois au détour d'un événement soudain ou d'une accumulation d'épreuves. Les médecins utilisent l'expression syndrome anxio-dépressif pour qualifier l'état psychologique d'une personne mêlant des moments d'inquiétude ou des crises d'angoisse. Mon invitée du jour est psychothérapeute, psychologue clinicienne et formatrice spécialisée dans les blessures d'attachement. Elle est persuadée que la souffrance est tout aussi universelle que la joie et la paix. Alors que faire lorsque nous sommes pris par les affres de la perte de sens ? Peut-on trouver là une opportunité de grandir ? Pourquoi certains ne semblent pas réussir à traverser ces passages à vide alors que d'autres rebondissent ? Ressentir le vide nous permet-il d'évoluer et d'approcher davantage notre vérité intérieure ? Pour traverser la perte de sens et donner à nos élans une force vitale, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Gwenaëlle Perciot. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Anne. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Très heureuse d'être là à nouveau. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour nos auditeurs, je rappelle les 2 podcasts qu'on avait déjà fait ensemble. Le 298, plus récent, Couper des autres, couper de soi, sur toujours votre spécialité, les blessures d'attachement. Et puis le premier qui s'appelait Guérir des blessures d'attachement, qui était le numéro 230. Voilà, simplement pour celles et ceux qui apprécieront et qui ont envie d'écouter ou de même de réécouter les émissions qu'on a fait dans le passé. Alors, pour écrire ce nouveau livre, Traverser la perte de sens, angoisse, dépression, sentiment de vide, les épreuves qui font grandir, qui vient de paraître aux éditions Erol, vous interrogez une vingtaine de vos patients sur leur rapport au sentiment de vide intérieur, qu'il soit transitoire ou chronique. C'était important pour vous d'avoir ce retour, je dirais peut-être même plus clinique ? C'était très important, d'autant plus que je l'ai écrit début 2022, à un moment où ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais suspendue de mon poste en psychiatrie à l'hôpital public, et j'avais vraiment le souhait de revenir sur ces 10 ans que j'ai fait donc dans des services de psychiatrie, d'hospitalisation complète et de centres médico-psychologiques, pour comprendre ce qui est au cœur de beaucoup de souffrances parmi les patients que j'ai eus, puisque moi j'ai travaillé dans des services spécialisés de troubles de la personnalité et de dépression, de troubles de l'humeur comme on dit. Et c'est quelque chose que je rencontrais en fait très vite dans les entretiens, avec des propos très clairs, hein. Par exemple, je me sens vide, je me sens creux, je vois pas le sens. Et puis souvent, bien sûr, le corps qui parle, hein, avec des corps parfois très diminués par la dépression, par exemple, ou l'anxiété forte. Donc j'avais à cœur de mieux comprendre ce qu'il y a derrière ce vide qui est si répandu. Et notamment de comprendre d'où il peut venir, et puis surtout comment essayer
l'apaiser, voire de le guérir, puisque certains y arrivent. Donc c'était ça ma quête en fait dans l'écriture. Quand vous dites que vous étiez suspendue, c'était pour des raisons de Covid, que vous étiez pas, c'était pas une sanction personnelle. Non, non, parce que pas personnelle. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, effectivement, savoir un petit peu pourquoi. Alors, qu'est-ce que la perte de sens ? Est-ce que c'est une crise existentielle ? Certains l'appellent aussi la nuit noire de l'âme. Est-ce que c'est une dépression ? Quand je disais en introduction ce syndrome anxio-dépressif, parfois c'est difficile de mettre des contours en fait à cette traversée. Je crois d'abord c'est important de rappeler que c'est existentiel, dans le sens que l'humain a cette fonction réflexive, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire cette capacité à réfléchir sur soi-même et sur son existence. Donc, inévitablement, à un moment ou à un autre, et ça, il n'y a pas que les psychologues qui le disent, c'est aussi les philosophes, on va être confronté à une période de désarroi, ça peut être de l'engourdissement aussi, perdre aussi sa vitalité, et qui nous amène à se poser la question de pourquoi je suis là. Et le pourquoi, je pense que c'est important de l'entendre en 2 mots. Pourquoi ? Dans quel but ? Vers quelle direction ? Quel est le sens en fait de ma présence ici ? Et ça, les philosophes l'ont expliqué sûrement mieux que les psychologues, mais ça fait vraiment partie, je pense, de l'incarnation, de l'existence humaine. Donc c'est une épreuve parfois même initiatique de passer ces moments-là pour se retrouver ou se trouver. Mais chez certains, ça va être encore plus fort. Et ça va prendre parfois des allures effectivement de maladie. Ça peut aller donc jusqu'à des dépressions qui peuvent durer plusieurs années pour certains, ou des troubles anxieux qui s'installent, ou d'autres difficultés. Et là, on va être parfois face à des personnes qui sont, de mon expérience en tout cas, comme emmurées dans cette perte de sens. Et c'est tout un défi d'aller les rencontrer derrière le mur, j'ai envie de dire, le mur qui s'est construit entre eux et les autres, mais aussi entre eux et eux-mêmes, parfois. Et moi, en tant que psychologue, je pense que c'est ça qui me passionne le plus dans mon travail, c'est d'aller rencontrer cet endroit-là que nous avons tous en nous. Et c'est pour ça que je crois que ce qui va aider les personnes qui sont comme emmurées, pour reprendre cette expression, c'est de contacter en soi la partie qui connaît ça, qui connaît ce moment transitoire, heureusement pour la plupart d'entre nous, de perte de sens, qui est une quête effectivement existentielle. Est-ce qu'on peut déterminer une différence, est-ce qu'on peut faire une différence entre l'angoisse et la dépression à ce moment-là dans la perte de sens, ou tout ça, ça peut être quand même mélangé comme vous le disiez ? Parfois, c'est clairement différencié. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont plutôt, on dit décompenser, mais c'est-à-dire tomber malade sur un mode dépressif avec un ralentissement psychique, moteur, des idées tristes, voire noires, une perte d'intérêt pour les activités habituelles. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la dépression qui arrête la personne. La dépression, moi je dis souvent que c'est comme un couvert qu'on a mis sur des émotions sous-jacentes qui sont trop douloureuses à contacter directement. Donc la dépression, elle vient un peu mettre la personne un peu en suspens. Et le grand objectif, ça va être de comprendre qu'elle a une fonction justement, cette dépression. C'est d'aller à un moment nous arrêter tellement, parfois arrêter vraiment notre vie, notre travail, notre quotidien, pour qu'on s'en occupe. Donc ça, c'est le côté dépressif. Et puis, selon, a priori, plutôt notre tempérament, on peut tomber malade, entre guillemets, ou être mal sur un côté anxieux. Et là, c'est différent au premier abord de la dépression, puisque l'anxiété, c'est plutôt une agitation. Donc ça peut même s'opposer clairement à la dépression. Mais quand l'agitation s'installe de manière trop longue, trop forte, elle devient aussi dépressogène. Elle va créer une dépression, puisqu'à force de s'agiter parce que je suis inquiet de tout, est-ce que je suis une suffisamment bonne mère, est-ce que ce que je fais ça suffit au travail, etc. Ça crée en fait comme un vide plein, c'est-à-dire que la personne essaye de réguler cette anxiété en s'agitant, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Souvent, il peut y avoir un grand vide, un effondrement. Et là, c'est là où ça se rejoint.
Là où ça se rejoint aussi, c'est que c'est toujours aussi avec des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, des choses qui touchent là pour le coup tout le monde. Et parfois c'est les deux. Et dans ce cas-là, effectivement, les médecins parlent de syndrome anxio-dépressif, qui est assez intéressant parce qu'au moins on met moins les gens dans les cases. Hein, c'est ce que je préfère. Et ça signifie surtout que la personne va mal et qu'elle traverse une crise importante et qu'il va falloir s'en occuper. Ces crises-là, est-ce qu'elles ont peur, puisqu'on parle de crise existentielle, est-ce qu'elles ont à voir aussi avec évidemment la peur de la mort, hein, quand on parle d'existence, l'existence questionne notre finitude. Oui. Là-dessus, Irvin Yalom, qui est un grand psychiatre américain, m'a beaucoup aidé à évoluer pour aider mes patients, puisque Irvin Yalom nous dit qu'il y a 4 enjeux existentiels dans l'existence. C'est la liberté, l'isolement, la mort et le manque de sens. Et bien sûr que les 4 ont des frontières assez poreuses. Oui. Et donc il nous dit bien effectivement que on va rencontrer ces 4 enjeux, parfois même donc plusieurs en même temps, pour à nouveau nous faire grandir en fait, nous amener à ces moments où parfois tout semble effectivement s'écrouler, ce qui peut même être concrètement le cas pour certaines personnes. Et là, on va s'interroger sur ce pourquoi en 2 mots de l'existence. Et là, on va arriver sur un travail qui est au-delà de la difficulté ponctuelle. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est le grand intérêt de la psychothérapie, c'est que on vient voir un thérapeute souvent au début parce qu'on est dépressif, parce qu'on est anxieux, ou parce qu'on est trop en colère ou autre chose. Mais souvent, ce qui arrive au bout d'un certain temps, c'est que on va aller s'interroger sur qui on est vraiment derrière parfois des masques sociaux, des défenses, etc. Et là, on va rencontrer ces fameux enjeux existentiels dont parle Yalom. Et c'est la fonction de la dépression, de l'anxiété, de nous arrêter pour demander de l'aide aussi, hein, parce que parfois aussi c'est le seul moment où on peut arriver à demander de l'aide, hein, quand on est vraiment mal, la recevoir, et puis cheminer avec un autre bienveillant qui est un thérapeute ou un ami, à travers ces questions qui sont infinies en fait. Bien sûr. C'est vrai que j'interviewais récemment le docteur David Gourion, psychiatre, qui disait sensiblement la même chose, en disant finalement les gens viennent pour une souffrance X ou Y, et puis on vient interroger finalement aussi le sens de l'existence à travers tout ça. C'est vraiment passionnant, hein, quelque part. Ça montre aussi cette quête et cette soif en fait de l'humain, de compréhension, de son incarnation finalement de manière beaucoup plus profonde. Oui, c'est ce que Arnaud Rioux appelle la nostalgie du divin. J'aime beaucoup cette expression. Ou Aruna Liptich, la nostalgie de l'ailleurs. Voilà, exactement. Hein, ouais, de se rappeler. On retrouve ça chez les philosophes, effectivement. Exactement, et les enseignants spirituels nous rappeler que voilà, nous ne sommes pas que de la matière. Mais le cerveau humain est fait de telle manière que on va d'abord s'occuper de la matière et du quotidien, de ce qu'il y a à faire, et puis on va chercher à ce que tout ça soit plutôt fonctionnel, structuré. Le cerveau humain aime que ça soit quand même assez carré, cette affaire d'existence. Sauf que vu que c'est beaucoup plus que ça, hein, que nous ne sommes pas que matière, eh bien, pour moi, la fonction de ces crises, c'est de nous amener à ces endroits-là, hein, et d'aller donc plus loin vers ce que Jung appelle le soi, hein, le self en français, c'est-à-dire notre part donc divine, certains l'appellent comme ça, moi je dirais sacrée aussi, hein, c'est peut-être plus large encore parce que ça englobe aussi notre nature profondément animale, et d'amener la réflexion sur ça. À nouveau, accompagner, c'est plus facile, hein. Eh bien, c'est cheminer vers le soi, à nouveau, comme disait Jung. Hein. Jung avait cette très belle phrase, il disait le but de l'existence, c'est d'habiter le moi et cheminer vers le soi. Et il décrivait que nous avons 2 grandes parties dans notre vie. La première partie, elle vise à produire et à se reproduire. Donc c'est pas très romantique, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'on va d'abord on va être éduqué par nos parents, le cerveau va maturer, il se passe plein de choses, et puis après on va soit faire des études, trouver un boulot, construire un foyer, un lieu de vie, etc. Et puis on va grâce à tout ça se montrer à nous-mêmes on sait faire, qu'on a des choses
qui ont de la valeur. Et c'est ça qu'appelle habiter le moi, en fait. Que Jung appelle habiter le moi. Mais après, il nous dit, souvent, il y a cette fameuse crise de milieu de vie qui se produit, donc classiquement, on va dire entre 35 et 55 ans, c'est assez variable, qui peut être à l'occasion d'une perte amoureuse, d'emploi ou autre chose, et qui nous met dans ces endroits vulnérables, qui peuvent être blessés, c'est ça que veut dire le mot vulnérable, pour cheminer vers le soi, qui est une quête, comme on l'a dit tout à l'heure, infinie. Et cette deuxième partie de vie, selon Jung, mais à nouveau aussi selon les philosophes, vise à ça, à amener au-delà de la matière et du visible et du quotidien, une réflexion sur plus grand. Sur, en fait, qu'est-ce que j'ai à faire ici-bas? Maintenant que j'ai produit et que je me suis reproduit, pour la plupart d'entre nous, quel est mon talent vraiment particulier, talent dans le sens vraiment pas forcément des grandes choses, ça peut être un talent comme je sais pas moi, avoir ce lien à la terre qui permet de faire pousser des belles tomates, ça peut être écouter les autres, ça peut être un médiateur dans des collectifs, etc. Vous avez remarqué aussi dans vos consultations et puis dans vos recherches que ces moments un peu charnières dont on parlait autour de la quarantaine, on va dire là plus largement, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens basculent précisément parce que voilà, les enfants peut-être c'est derrière ou sortent du nid et qu'il y a vraiment ce retournement de à quoi puis-je être utile finalement à moi-même et au monde d'un point de vue plus métaphysique. Ou est-ce que ce sont aussi des moments de vie parfois qui provoquent en fait ce sentiment de vide? J'observe que donc il y a quand même beaucoup de gens, ça se passe quand même autour de la quarantaine, on va dire. Ça c'est quand même assez clair. Mais ce que j'observe également, c'est que j'ai l'impression que des crises de cet ordre-là arrivent de plus en plus tôt. Moi, j'ai observé chez des jeunes, autour de 20, 25 ans, déjà des questionnements existentiels. Et bon, j'ai pas assez de retours pour l'affirmer, mais il me semble pas qu'il y avait ces mouvements-là il y a 1 ou 2 générations. Comme si les jeunes générations, et en même temps ça se comprend tellement avec ce qu'on vit, étaient plus tôt, plus précocement dans ces questionnements existentiels, dans ces moments de perte de sens, parfois dramatiques d'ailleurs, qui amènent parfois à des suicides, des conduites d'autodestruction, mais qui, si elles sont dépassées, amènent à une révélation de soi, ou en tout cas à cette quête-là. Donc déjà, moi j'observe ça, et puis après, ces moments-là peuvent arriver à tout moment, à tout âge, et souvent déclenchés par quelque chose, par un événement. La perte de quelqu'un, la perte de quelque chose qui est important, comme un lieu de vie, un travail, ça peut être une maladie, ça peut être un accident qui nous diminue, par exemple, au niveau de nos capacités physiques ou psychiques. Et c'est la fonction de la crise. Comment est-ce qu'on peut repérer, en fait, reconnaître ce moment et savoir peut-être plus précisément si ce qu'on est en train de traverser une perte de sens, si ça peut être quelque chose de peut-être parfois plus grave où il faut vraiment consulter, ou une traversée où il faut peut-être justement plonger à l'intérieur de soi pour aller regarder? Le corps est probablement le meilleur indicateur de ça. Le corps ne ment jamais, contrairement à notre mental. On peut pas dire que le mental ment, mais on va dire que le mental fonctionne d'une manière différente qui peut arranger la réalité pour notre survie, tout simplement. Par contre, le corps, il est dans le présent, tout le temps, et lui, donc, il réagit de manière brute. Donc ça, les médecins généralistes le savent bien. Ils nous envoient d'ailleurs souvent des patients, à nous les thérapeutes, quand le corps fait toc-toc à la porte de la conscience, par des symptômes, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être des fatigues qui s'installent, ça peut être des maux de ventre, de dos, etc. La liste est très longue. Donc moi, j'écoute d'abord le corps pour voir un petit peu si effectivement c'est quelque chose qui est transitoire et qui va peut-être se dénouer tout seul par la magie du moment de la vie, ou si c'est quelque chose de plus profond qui nécessitera peut-être effectivement l'aide de quelqu'un. Ça, pour moi, c'est un premier grand indicateur. Et puis, un autre grand indicateur, c'est où en est ma pulsion de vie, où en est mon envie de faire
des petites choses comme se lever le matin, enlever mes gamins, emmener mes enfants à l'école, ou des grandes choses comme avoir un projet de changement de boulot ou autre. Et la pulsion de vie, dans les moments noirs de perte de sens, elle est très diminuée de fait. Alors surtout dans la dépression, parce que la dépression, en plus, chimiquement, ça on le connaît bien, il y a des choses qui se produisent au niveau du cerveau et du corps qui vraiment ralentissent. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui n'est plus dans la pulsion de vie et qui peut même d'ailleurs basculer un moment dans la pulsion de mort, et c'est ce qui parfois arrive dramatiquement. Donc quand quelqu'un ou soi-même est pris dans cet engourdissement là de la pulsion de vie, dans quelque chose qui diminue comme un feu qui brille de moins en moins et on n'a plus que des braises. Bon là, je crois qu'effectivement il faut s'en inquiéter et pas attendre que le corps rajoute une couche supplémentaire. Vous qui êtes une grande spécialiste des blessures d'attachement, je le disais en introduction, on a fait 2 podcasts, vous avez déjà publié 2 livres sur le sujet aux éditions Erol. C'est vrai que, est-ce que c'est lié quand même à nos types d'attachement, qu'on soit plutôt sécure? Est-ce qu'on a peut-être, par exemple, moins de risques de traverser cette perte de sens? Ou c'est vraiment inhérent à la condition humaine, même si peut-être certains profils, en fonction des blessures d'attachement, seront plus fragilisés que d'autres? Plus l'attachement est insécure, c'est-à-dire plus il y a eu des difficultés au niveau principalement de l'enfance, mais pas que, plus on est susceptible effectivement de traverser des moments difficiles comme des dépressions, anxiété ou autres troubles psychiques. Mais quelqu'un qui a eu donc plutôt des bonnes bases, donc un attachement sécure, peut tout à fait donc sombrer à un moment. Ce qui est intéressant de dire, c'est que parfois, c'est une grande crise qui va permettre à des personnes qui étaient peut-être très insécures de résilier, au sens vraiment de Cyrulnik, de reprendre forme en fait dans l'humain en fait à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai vu beaucoup de personnes, forcément en travaillant en psychiatrie, j'avais des gens très insécures qui, grâce, et j'utilise sciemment ce mot-là, grâce à une crise dépressive peut-être de plus ou plus forte que les autres ou quelque chose de plus grave, ont pu toucher une grande détresse, ouvrir en fait les portes de la vulnérabilité qui parfois ont été fermées pendant toute leur vie parce qu'il s'agissait juste de survivre en fait, et qui, grâce à un moment comme ça de descente, vont enfin se rencontrer. Et ça, alors surtout si on est thérapeute, ça a quelque chose de magique parce que certes, on peut avoir très peur pour la personne. Moi, j'ai eu peur pour la vie de plein de mes patients, mais quand on sait aussi que pour certains, et puis surtout si on les aide, la crise va être au contraire ce qui va leur permettre de rebondir, de toucher le fond quelque part. Ça va leur permettre d'enfin de rencontrer qui ils sont vraiment. Ça, moi, ça me donne un espoir fou. C'est ça qui m'a permis aussi de travailler 10 ans en psychiatrie, parce que j'ai vu des personnes, j'en ai vu sombrer, mais j'en ai vu aussi remonter, se redresser. Et c'est ça la pulsion de vie, en fait, qui... Déjà, la pulsion de vie, si la personne est devant vous, ça veut dire qu'elle est toujours là. Si elle n'était plus là, la personne serait simplement serait partie. Donc, si elle est là, il y a de l'espoir. Et parfois, c'est magnifique, comme ça peut reprendre feu. Oui, ça donne, c'est vrai, beaucoup d'espérance aussi. Après, c'est sûr qu'on parle de cas plus pathologiques psychiatriques. La perte de sens, parfois, elle peut être, entre guillemets, plus légère, peut-être moins pathogène, ou je ne sais pas comment on peut dire, pathologique. Et simplement, c'est là où on se dit, est-ce que j'accompagne ce mouvement ? Voilà, je sens que je vais vers un vague à l'âme, une perte de sens, sans que ce soit non plus trop grave. Est-ce que je vais dans cette direction pour essayer d'aller toucher un peu le fond et vraiment voir ce qui peut jaillir aussi de là, de ne pas être dans un déni de ce sentiment ? Ou est-ce que ça pourrait aussi creuser un pli, aggraver peut-être certaines blessures, d'aller plonger d'un coup dedans ? Est-ce qu'il faut résister, en fait ? C'est ça la question. Je crois qu'il ne faut pas forcément... plonger entre guillemets comme ça de manière inconsidérée quand on sent ce vague à l'âme, parce que si on a des enfants à s'occuper, des choses à gérer, il s'agit quand même de rester dans le flot de la vie en fait. Et c'est là où on a besoin d'être parfois questionné par un autre pour voir justement où on en est de notre propre vulnérabilité.
C'est difficile de s'auto-analyser comme ça tout seul, voire même, je crois, parfois c'est impossible. Il y a des zones aveugles qu'on touche pas. Et c'est là où l'autre, et à nouveau, c'est pas forcément professionnel, ça peut être notre conjointe, notre meilleur ami, qui nous dit, je trouve que quand même depuis quelques semaines, il y a comme quelque chose. Je te sens pas comme avant, on se voit moins, tu m'appelles moins. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Et c'est en ça que, à nouveau, l'humain est un animal social. On a besoin de l'autre à plein d'égards, et entre autres dans ces moments-là. Et c'est là où l'autre va peut-être nous rebooster tout simplement parce qu'il nous a entendus et quelque part on va repartir. Ou au contraire mesurer que là c'est quand même un petit peu plus sérieux et que ça serait bien de voir ça ensemble, quoi. C'est ça, parce que partager les émotions, c'est toujours positif dans l'altérité. Et en même temps, certaines personnes, j'imagine, parfois ressentent une telle impuissance que même ça n'est plus vraiment possible d'aller partager. Elles sont comme figées, c'est ce que vous dites aussi, un peu enfermées. Vous parliez de l'enfermement tout à l'heure dans cette situation. Oui. Alors l'impuissance, ça c'est quelque chose de très important et de très présent dans ces moments-là. Un psychologue qui s'appelle Martin Seligman a fait des travaux très intéressants dans les années 60 pour essayer de mieux comprendre d'où venait la dépression. Il a notamment étudié avec des chiens comment on réagissait quand on n'avait pas de pouvoir sur le réel. Et notamment, l'expérience était très simple. C'était malheureux chiens à qui on donnait des chocs électriques. Bon, c'était les années 60. Et en fait, on regardait comment ils réagissaient quand ils n'avaient pas le choix, quand ils ne pouvaient pas fuir. Et bien sûr, en fait, ils se résignaient. Donc, ils finissaient par accepter les coups sans plus se battre. Et Seligman a donc tiré de ses expériences et de bien d'autres observations la conclusion que quand on fait des efforts répétés, mais que ça n'aboutit pas à un résultat, on se résigne. Pas tous de manière égale. Là aussi, il y a des différences plutôt liées au tempérament. Mais dans la grande majorité des cas, l'humain va à un moment tomber dans ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou la résignation acquise et subir. Et c'est là où ces moments de dépression peuvent être parfois effectivement dangereux, entre guillemets, et c'est là où il va falloir s'occuper de certaines personnes, parce qu'ils peuvent s'enfoncer là-dedans et ne plus trouver en fait le minimum d'énergie pour remonter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise les médicaments, les antidépresseurs sont parfois très utiles pour remonter un petit peu, pour remettre un petit peu d'énergie dans la voiture. On sait bien qu'il va falloir régler le problème de fond, mais parfois c'est même une question vitale. Donc l'impuissance, c'est un grand sujet. C'est aussi un sujet, selon moi, de société. C'est-à-dire que on est dans une société où comment dire, à plein d'endroits, l'environnement est incertain, surtout depuis quelques années, et où il y a beaucoup d'inquiétudes, et il peut y avoir chez beaucoup d'entre nous un sentiment d'impuissance. Quoi faire ? Je subis. Et c'est d'ailleurs pour ça que on a depuis 2020, il y a quand même 2 Français sur 5 qui souffrent de dépression ou d'anxiété. Le chiffre a doublé en fait, alors qu'avant on a toujours été sur 1 Français sur 5 en moyenne qui fait un épisode dépressif ou anxieux dans sa vie. Et depuis 3 ans, ça a doublé. Je lisais hier que 2/3, juste un petit chiffre aussi en passant, je crois 2/3 des jeunes de moins de 30 ans ont déjà subi un épisode effectivement de ceux qu'on a cités là. Voilà, donc c'est encore plus fort chez les jeunes, ce qui est quand même assez dramatique, puisque bien sûr les jeunes sont notre avenir. Et c'est en ça que c'est aussi une question sociologique, cette perte de sens. D'ailleurs, je l'aborde aussi dans mon livre, même si je suis pas sociologue, mais je vois de mon point de vue de psycho comment notre environnement va impacter beaucoup ces mouvements de perte de sens, de vide, de dépression. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça touche aussi à un autre sujet qui est un sujet connexe, qui est le sujet du faux self, que vous abordez également, que j'ai abordé dans un autre podcast aussi avec Sabrina Philippe, qui est vraiment ces masques qui font partie de notre personnalité, de nos personnages, de nos personas, dirait Jung, et qui nous empêchent quelque part. Alors, ça fonctionne bien parce que c'est le mode survie, vous l'avez aussi rappelé tout à l'heure, l'ego, c'est pas que du mauvais.
il y a quelque chose aussi certainement de bon là-dedans qui nous permet d'avancer et d'agir, mais qui nous permet aussi d'éviter ou d'échapper au soi quelque part. Oui. Le masque social qu'est le faux self est effectivement une protection, mais qui n'est que temporaire, hein, c'est-à-dire que à un moment ou à un autre, le fait de se protéger ainsi du monde extérieur avec un masque, hein, une façon d'être qui n'est pas vraiment nous, ça ne durera qu'un temps. À un moment, le corps va revenir, parce que en fait, c'est un refoulement émotionnel de porter un masque qui peut être, alors c'est peut-être bien de définir un peu les différents faux selfs. Il y en a plein, mais ça peut être par exemple l'évitement. Hein, moi, je parle beaucoup, hein, le fait d'être vraiment à distance de nos émotions et d'être un peu comme un téflon sur lequel tout rebondit. Ça, c'est un masque assez courant. Vous avez aussi des gens qui vont travailler énormément pour ne pas sentir des émotions qui seraient derrière, hein, ou être hyperactif. Ça peut être aussi de se conformer à la société. Ça peut être aussi d'être très émotionnel, qui est aussi une manière de ne pas toucher au fond, hein, en étant par exemple toujours en crise, etc. Donc tous ces masques-là, ils visent à pouvoir rester en fonctionnement, et notamment à rester en fonctionnement en société avec les autres. Le problème de ça, c'est que à un moment déjà, donc les émotions de fond vont ressurgir, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que je fais croire que tout va bien que ça l'est, évidemment. Et puis surtout, on refoule les émotions désagréables, mais on refoule aussi les émotions agréables, hein, et surtout les émotions qui font que nous sommes des humains heureux d'être sur Terre, c'est-à-dire la joie, l'amour, la fierté, la gratitude, etc. On peut pas refouler seulement une partie des émotions. Malheureusement, ça marche pas comme ça. On refoule un peu le package entier. Et fonctionner dans un faux self très longtemps, eh bien, ça nous empêche de développer notre personnalité. Donc, effectivement, en lien avec le soi, hein, de Jung, hein, lui, il parle de processus d'individuation, c'est-à-dire devenir qui nous sommes vraiment. Parce que on ne peut devenir qui nous sommes vraiment que par la découverte de nos zones, et notamment profondes, et notamment des zones obscures. Hein. D'ailleurs, alors, je fais une petite parenthèse, ça pose quand même cette question de qui sommes-nous vraiment ? Est-ce qu'il y a un qui sommes-nous vraiment qui sommeille en nous ? Moi, ça me pose question quand même, ça. Ouais. Enfin, attends, je referme la parenthèse, peut-être on y revient après, comme ça je vous laisse finir. Oui. À nouveau, Jung, il dit « Deviens qui tu es depuis toujours ». Donc, cette phrase, elle nous dit aussi que qui nous sommes vraiment, à la fois on le sait jamais et on le sait toujours. C'est ça. Et peut-être qu'il y a que certains éveillés, hein, ceux qui vraiment atteignent ces hauts niveaux, qui le vivent pleinement. Mais peut-être que nous, hein, la grande majorité des humains sur Terre, on peut quand même le sentir, je crois, à certains moments fugaces. Moi, je crois qu'on le sent, en fait, qui on est vraiment dans ces moments de flow. Hein. Le flow, c'est un mot qui définit ces moments très intenses qu'on peut rencontrer en méditation, dans la nature, en étant avec des gens qu'on aime, ou en étant très concentré sur quelque chose qu'on adore, qui est en fait notre talent, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être la peinture, des découvertes plutôt techniques, ou n'importe quoi, en fait, qui est ce qu'on est vraiment. Et beaucoup de psychologues ont étudié ça, notamment Abraham Maslow, qui a étudié ces moments qu'on appelle les expériences paroxytiques, hein, les peak experiences, il disait, qui sont fugaces, ah, ça c'est sûr, hein, à moins d'être éveillé, ça ne dure pas longtemps, où on est dans ces moments-là ce qu'on est depuis toujours, hein, tel que le définit Jung. Et personnellement, moi je vois l'existence comme la recherche de ces moments-là. Hein, alors, faut pas en faire une obsession parce que ça devient un autre problème après. Mais en tout cas, moi, j'observe que pour vivre ça de temps en temps, hein, grâce à un travail sur moi, avec notamment des expériences en état élargi de conscience, des choses comme ça, j'ai l'impression de cheminer dans la découverte de qui je suis vraiment, qui est à nouveau quelque chose d'infini. Mais quand on le sent de temps en temps, il y a quelque chose quand même qui reconnecte et qui nourrit tellement. Et en même temps, qui nous sommes vraiment, là je pense à Franck Lobvet, on pense ce qu'on veut effectivement du personnage, qui peut être clivant pour certaines personnes,
Mais c'est vrai que dans son idée que nous sommes et la bonne et la mauvaise personne, c'est-à-dire et le masque et le non-masque, et que finalement tout ça est à l'intérieur de nous et chemine. Oui, absolument. Et puis déjà, pour revenir sur le faux self, quand même, le faux self est très utile. Le faux self sert à fonctionner en société pour plein de gens, et on peut le voir aussi comme une capacité de survie très précieuse. Hein. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Et puis oui, bien sûr, l'ombre et la lumière, hein, c'est ce que dit aussi à nouveau Jung, entre autres, hein, qui nous invite à rencontrer notre ombre pour rencontrer notre lumière. Et comment sentir que en fait on oscille tout le temps entre les deux. Hein, et puis dans cette ouverture-fermeture, comme le souffle d'ailleurs, hein, comme le cœur. Est-ce que parfois on peut surpsychologiser la souffrance dans une posture de victime, hein, de victimisation, on va dire, plutôt que de victime, parce qu'il y a des victimes, entre guillemets, réelles, mais où on se complaît là-dedans? C'est très important, effectivement, d'avoir en tête qu'il y a parfois des dérives à la psychologisation, on va dire, de la souffrance. Dans le sens que la psychologie, c'est-à-dire comment on a vécu, comment on vit aujourd'hui, comment tout ça s'est construit, le conscient, l'inconscient, etc., c'est évidemment fondamental. Mais on n'est pas que ça, on n'est pas que psychologie. On est aussi déjà biologie. Hein, on est un être avec un certain ADN et puis un certain tempérament, et ça, c'est comme ça. Et puis aussi, nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on est dans un certain environnement. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le modèle aujourd'hui qui prévaut en psychologie et en psychiatrie, c'est un modèle biopsychosocial. C'est-à-dire que toutes les souffrances, elles ont une triple origine, à la fois organique, psychologique et sociale. Et effectivement, on a beaucoup avancé dans le domaine de la psychologie, hein, depuis quand même pas si longtemps, ça fait que quelques décennies, et dans le développement personnel de manière plus large. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle et je m'en réjouis. Et en même temps, j'observe parfois, et je l'ai vu tellement de fois dans mon travail, qu'on va tout mettre sur l'individu, sur sa responsabilité individuelle, et on va oublier notamment la donnée sociologique. Intéressant, oui. Le très bon exemple de ça, c'est la question des burn-out, qu'ils soient parentaux ou professionnels. À force d'avoir, on a fait des efforts en psychologie à nouveau, c'est très bien, mais parfois on oublie aussi que quelqu'un qui va pas bien parce que sa vie de famille est juste épuisante, ou parce que son lieu de travail et ses collègues ou ses patrons sont mauvais, voire toxiques. Si la personne vit ça, c'est peut-être pas forcément parce qu'elle est pas assez solide ou pas assez forte ou qu'elle est pas capable de réguler ses émotions ou autre. C'est peut-être tout simplement parce que le milieu dans lequel elle se trouve est trop difficile. Hein. Donc c'est bien d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens, mais il faut aussi regarder où se trouve cette tête, au milieu de quoi en fait. Hein. Donc si je suis dans un environnement où, par exemple, en tant que mère de famille, tout est compliqué parce que peut-être le papa est peu là, il y a beaucoup d'enfants, puis il y a d'autres difficultés, puis il y a ci et puis il y a ça. Bon, bah ça paraît légitime qu'à un moment cette mère de famille, elle s'effondre dans une dépression, par exemple. Et ça, c'est ça les dérives parfois où on va dire, mais allez voir quelqu'un, madame, hein, prenez quelques pilules, hein, je suis un peu satirique, mais des fois c'est ça. Et puis faites un petit effort, faites du yoga, de la méditation, régulez vos émotions, et puis revenez. Oui, puis de toute façon, c'est vous qui créez votre réalité, donc finalement c'est vous qui êtes la responsable de votre situation. Et ça, il y a aussi si cette dérive parfois aussi avec une certaine vision de la spiritualité qui est problématique. Ouais. Même s'il y a certainement une part de vrai dans le fait que nous créons notre réalité, c'est là où tout est imbriqué. Oui. C'est pas forcément facile de discerner le bon grain de livret entre guillemets. Hein. Qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que je subis, qu'est-ce qui est forcément on repart dans le triangle de Karpman, hein, victime, bourreau, sauveur. Qu'est-ce qui tourne comme ça de manière systémique. Oui, et c'est là où comprendre est important, mais c'est pas comprendre qui guérit complètement, jamais. Hein. On le sait maintenant. Hein. La psychanalyse nous a incroyablement aidés. Hein. On a enfin compris qu'on pouvait refouler des choses et ça faisait des symptômes. Bon, super. Mais on a aussi compris maintenant qu'il va falloir aussi contacter le corps, les émotions.
Donc comprendre que si je vais pas bien, c'est qu'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça. Déjà, comme vous le dites, on peut pas séparer les facteurs puisque c'est pour eux en fait, c'est intriqué. Et puis ce qui va compter surtout, c'est comment je sors de ça. Comment je retrouve à nouveau cette pulsion de vie dont je parlais tout à l'heure, comment je la fais revivre en moi, comment si je peux me faire aider, comment j'arrive à voir quels sont mes talents, comment je me reconnecte aux autres, comment je reconnecte aussi à ma nature sacrée, le divin qu'on a évoqué, etc. Et là aussi, c'est pas une recette miracle, c'est plein de choses. Alors justement, pour retrouver cette puissance d'agir, cette étincelle de vie, cet élan vital, le corps était éminemment important. Est-ce que c'est presque le premier qu'il faut remettre en selle, même peut-être avant de parler, avant la tête ? Parfois, c'est le cas. Quand par exemple, la dépression est trop forte ou l'anxiété est trop massive et envahit trop la personne. Et c'est là où on a besoin des médicaments, parfois. Parce qu'effectivement, si le corps est à l'arrêt, ou s'il s'agite de manière presque toxique, il faut l'aider d'abord. C'est pour ça que parfois on va envoyer quelqu'un d'abord voir un sophrologue ou un médecin ou quelqu'un qui s'occupe du corps avant de l'emmener voir un psychologue, parce que c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Et puis bien sûr l'agir. Donc l'agir, ça dit avoir une action sur le réel. L'action, elle se fait pas avec la tête. Elle se fait avec le corps, avec une bouche qui s'ouvre et qui parle, des mains, des pieds qui font des actions. Et là-dessus, on sait dans le traitement de la dépression et des troubles psychiques en général que il va falloir se mettre en mouvement, il va falloir faire des choses. Mais souvent au début, c'est des petites choses. Et on commence par ce qu'on appelle le premier petit pas pour sortir et rallumer la flamme. Et ça rejoint d'ailleurs, c'est pas que les psychologues qui disent ça. Moi, j'aime beaucoup la pensée du philosophe Spinoza. J'ai découvert grâce à Frédéric Lenoir, qui nous aide beaucoup à comprendre ce grand homme. Et Spinoza, quand même 400 ans avant les premières thérapies cognitivo-comportementales, nous disait déjà ça. C'est-à-dire, il disait que la tristesse vient de l'impuissance d'agir et que la joie vient de la puissance d'agir. Et les fameuses passions tristes et passions joyeuses. C'est ça exactement. Et Spinoza nous enseignait que comment on pouvait retrouver contact avec notre désir, nos idées adéquates, pour contrarier, voire supprimer le chagrin ou la peine par un sentiment plus fort, par la joie, l'amour, tous ces sentiments qui sont plus puissants. Et c'est quand même assez incroyable de lire ça quand on sait à quelle époque c'était, oui. Et que en fait, quand on lit des manuels de prise en charge de la dépression, en fait, c'est la même chose. On dit il faut que les patients fassent du sport, qu'ils fassent une petite action tous les jours, même si elle est toute petite. Le lendemain, ils en font une plus grande, etc. Alors ça, c'était un précurseur. Oui, puis on a toujours l'impression qu'avec notre modernité, en fait, on est à la fine pointe de la pensée humaine, comme si les autres avant nous avaient été neuneux, alors que on sait très bien que effectivement, il y a eu des pensées émergentes extraordinaires à toutes les époques. Et là, typiquement, l'exemple de Spinoza est absolument frappant. Absolument. Est-ce qu'on peut, à contrario, refuser d'aller mal, c'est-à-dire être dans un déni, dans ce masque un peu d'hyperactivité, de fuite, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais de tout va bien. Et qu'est-ce qu'on risque ? Est-ce que c'est la somatisation qui peut du coup se cacher derrière et que le fameux la maladie, le corps va nous parler d'une autre manière ? Souvent, ça vient dans cet ordre suivant. D'abord, on va plutôt être mal au niveau psychique. Et après, si rien ne se passe, c'est-à-dire si on s'occupe pas de nous, on va somatiser. Souvent, le corps, c'est un peu la deuxième étape. La première, ça va être des choses un petit peu moins préoccupantes qu'une maladie somatique. Donc, ça peut être par exemple des crises d'angoisse, de l'irritabilité, des moments un peu de déprime sans que ça soit la dépression. Donc souvent en fait c'est ça qu'on risque de vivre quand on a mis un faux self trop longtemps. Et c'est là où il faut être attentif,
soit si c'est nous-mêmes, envers nous-mêmes, soit si c'est quelqu'un d'autre, l'autre, de voir ces moments-là, et de pas remettre le faux self trop vite. Mais si tout ça n'amène pas un questionnement, un début d'introspection et puis donc un changement, bien sûr que le corps va prendre la suite. Et jusqu'à parfois des choses très graves. Les chercheurs sur le psychotraumatisme ont très bien montré la corrélation importante entre, par exemple, les maladies auto-immunes et les traumatismes d'enfance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on a vécu des choses très difficiles, donc on va survivre, souvent avec des faux selfs, avec d'autres mécanismes de défense, notamment le déni, des choses comme ça, des refoulements. Mais à un moment, la souffrance va faire toc-toc. Et quand ça a été des souffrances très hautes, eh bien, le toc-toc, on va dire, est très bruyant et ça peut aller donc jusqu'à la maladie auto-immune, qui est une autodestruction. C'est vrai que dans des traumas, vous parliez des blessures de l'enfance, dans des traumas dont on n'a pas forcément le souvenir, la conscience, certaines personnes, parfois j'entends dans mon entourage, se doutent de quelque chose et se posent cette question, est-ce qu'il faut que j'aille creuser ? Parce que je sens bien qu'il y a certainement un vague à l'âme ou quelque chose dans ma vie qui tourne pas rond, qui est peut-être dû à ça, et en même temps, je sais pas comment retrouver l'info, et est-ce que cette info est bonne à rejaillir ? Parce que le cerveau est finalement plutôt bien fait. Oui, le mental a peur que ça rejaillisse. Sa fonction, c'est de garder la survie de la personne. Et si on survit sous un faux self, quelque part, ça peut convenir très longtemps. Donc effectivement, c'est pas simple d'aller faire le pas de ce travail-là. C'est quand même bien un travail. Mais comment dire ? De toute manière, si on n'a pas ouvert la première fois, ça va retoquer. Ça va retoquer quelque part autant de fois qu'on aura refermé la porte. Donc autant ouvrir, on va dire, dès les premières fois, ça sera moins douloureux. C'est ça, même si on se sent pas toujours complètement prêt. Oui. De toute façon, on ne l'est jamais complètement. C'est ça. Est-ce qu'on l'est ? Est-ce que les séparations nous aident à grandir et nous permettent d'évoluer et de se projeter dans autre chose ? Les relations humaines sont un moteur formidable de croissance. On est des êtres sociaux, comme j'ai dit, on peut pas survivre sans les autres. Ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, au-delà de la question juste de la survie, moi j'ai envie d'insister sur la fonction formidable des relations et surtout des heurts et des désaccords dans les relations. L'autre est notre petit maître. C'est Louis Fouché qui dit ça. Il dit que c'est par la friction, en fait, avec l'autre qu'on grandit et que la guerre n'est jamais souhaitable, mais le conflit, oui. C'est-à-dire que ça soit avec des amis, un compagnon ou une compagne, ou d'autres personnes qui sont importantes pour nous, les moments où ça frite, ça peut être difficile, voire très difficile, et plus on est éloigné de soi-même, plus ça va être difficile, souvent parce que beaucoup de choses peuvent être incompréhensibles au premier abord, mais c'est des opportunités. C'est des opportunités pour comprendre qu'est-ce qui se passe là dans la relation, et puis quelle est ma part, puisque dès que vous avez un désaccord dans une relation, chacun a une part, et cette part, ça va être souvent une partie de notre ombre. Qu'est-ce qui fait que là, ça a clashé? Qu'est-ce qui fait que peut-être l'autre est parti, par exemple, ou que on vit cette existence côte à côte, par exemple, pour donner un exemple opposé. Et qu'est-ce qui, dans ma façon d'être, est responsable de ça? Et c'est ça qui est pas facile, d'aller se regarder, en fait. Mais quand on a le courage de le faire, ça vient du cœur, le courage vient du mot cœur. Mais là, on a des opportunités de croissance. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous dites que c'est important d'assumer son unicité et d'oser sa vulnérabilité. C'est vraiment ce moment où on dit « je t'aime » au monde, et on n'est pas forcément à l'amoureux d'ailleurs, c'est un « je t'aime » au monde, et on est tout nu à ce moment-là. Oui. Tout nu et face à notre finitude. Donc c'est là où à nouveau ça rejoint des enjeux existentiels qui dépassent largement la psychologie. Et c'est là où quelque part l'existence prend toute sa valeur de croissance à nouveau. Comment
comment est-ce qu'on peut trouver de l'aide pour ouvrir les portes de la perception et s'ouvrir à ça? En particulier, je pense aux profils qui sont anesthésiés. Hein, si on repart sur un peu les profils. Oui, alors effectivement... Qui était votre problème, parce que vous en avez parlé dans un podcast, en disant je venais de là. Ah oui, moi j'étais très très déconnectée de moi-même pendant très longtemps, et c'est justement des épreuves de vie et des frictions beaucoup avec les autres, des peurs d'être abandonnée, d'être seule, qui m'ont amenée la toute première fois dans le cabinet d'un psy en fait. Donc quand on est déconnecté de ses émotions, on dit donc dissocié, blindé. Et qu'on l'est depuis très longtemps. Quand on est jeune encore, il y a quelque chose qui est quand même plus plastique, même dans le cerveau et dans la pulsion de vie. Mais là, je parle plus peut-être de personnes qui cumulent ça depuis longtemps, plusieurs décennies. Là, c'est compliqué effectivement d'aller ouvrir les portes de la perception, puisque le blindage est à la hauteur des peurs qu'il y a derrière. Je crois que ça part très souvent à nouveau d'une rencontre en fait. Moi, de ce que j'ai pu observer de mon expérience professionnelle à l'hôpital, mais pas que, en libéral aussi, c'est que à un moment, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec un thérapeute, et ça peut être aussi quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, le mur va se fendiller, et va oser la relation, et en osant la relation, on va oser quelque part la vie et l'émotion. Ça me fait penser à une patiente que j'ai suivie pendant tout un temps, qui était très dissociée, beaucoup de traumatisme, et en plus elle était très sédatée, donc c'était encore plus difficile de passer le mur derrière lequel elle était emmurée. Sédatée, c'est sous médicaments. C'est ça, elle avait beaucoup de médicaments, donc il y avait en plus une sorte de camisole chimique qui en même temps la maintenait en vie parce qu'elle était suicidaire. Et puis un jour, je la vois comme toutes les semaines, et elle venait de faire une énième tentative de suicide auquel elle avait réchappé. Et elle rééchappait à chaque fois de manière un peu miraculeuse quand même, c'était très étonnant pour les médecins. Et je ne savais plus quoi lui dire, quoi faire, tellement la dissociation était importante. Et puis m'est venue cette phrase ce jour-là, je lui ai dit, je savais qu'elle était catholique et croyante, elle avait grandi au Brésil, et je lui dis, mais je crois que Dieu ne veut pas de vous. Je crois que si vous êtes à nouveau dans mon bureau aujourd'hui, c'est que vous avez quelque chose à faire sur Terre. Je sais pas quoi, vous non plus, mais moi c'est ça que je comprends. Et là, j'ai vu un œil s'ouvrir à travers la sédation chimique et la dissociation liée au trauma, en fait, et un intérêt, en fait. J'ai vu, en fait, cette fameuse flamme de vie dont je vous parle depuis tout à l'heure, je l'ai vue s'ouvrir dans ses yeux, en fait, je l'ai vue enfin un petit peu briller. Et ça a été le début d'un travail difficile, elle est toujours en difficulté, cette personne, mais n'empêche que là, il y a eu une ouverture, et avec elle, ça a été l'ouverture de la spiritualité, d'aller évoquer Dieu, qui était figure de ressource pour elle. Ça a déjà ouvert l'intérêt, et de lui dire, mais si vous êtes toujours là, malgré vos tentatives de quitter cette planète, que vous ne comprenez pas, et je comprends que vous ne la comprenez pas, c'est qu'il y a quelque chose à faire ici-bas. Quoi? On va essayer de voir ça ensemble. Et c'est en ça que parler parfois de la spiritualité, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'une psychologue vient parler de la spiritualité? Eh bien non, parfois c'est une porte qui permet justement d'ouvrir le mur de la dissociation. De toute façon, ça m'a beaucoup touchée quand vous avez relaté cette histoire, et puis ça me fait penser forcément à l'abbé Pierre qui dit je ne peux rien pour toi, je ne peux pas t'aider, mais par contre toi tu peux m'aider, et qui finalement relève l'autre à travers, en fait, en lui redonnant en fait sa place. C'est exactement ce que vous avez fait, c'est vraiment extrêmement touchant. Et puis par rapport à la spiritualité, je pense qu'il y a beaucoup de psy, même de psychiatres aujourd'hui, qui travaillent aussi avec les croyances de chacun, quelles qu'elles soient. Oui, et puis on m'a rappelé récemment que le mot psychologie vient du mot grec psyché, qui veut dire papillon, et qui veut dire aussi âme. Donc la psychologie, c'est la science de l'âme. Et quand on m'a rappelé ça, ça m'a vraiment confirmé dans cette envie que j'ai en moi depuis toujours, depuis que je suis psycho, en fait, d'aller aussi sur ces terrains-là, puisque ça fait partie de la vie, et que parfois c'est des portes incroyables, justement, pour faire tomber un peu ces murs de souffrance.
Est-ce qu'il y a pour vous, à l'intérieur de nous, un endroit, une vastitude justement, qui contient peut-être aussi la joie que l'on peut contacter quand même, malgré tout, au-delà de nos souffrances ? Je dis oui et je l'affirme pour l'avoir contacté, notamment dans des moments d'état élargi de conscience, par des pratiques de chamanisme ou autres, qui m'ont permis de sentir ça. Et c'est pour ça que je me réjouis quand je vois, par exemple, tout le renouveau autour des psychédéliques pour la psychiatrie, et qu'on puisse aussi parler effectivement de la spiritualité en psychologie. Et effectivement, il y a des psychiatres qui osent la parole aujourd'hui. Parce que ça, c'est une réalité et qui gagne quelque part à être vécue par le plus grand nombre. Très bien, un immense merci Gwenaëlle Perciaud, une fois de plus de votre parole. Nos précédentes émissions ont eu beaucoup de succès, on comprend pourquoi. À la fois vous alliez la pratique clinicienne, la profondeur et puis cette résilience que l'on sent aussi en vous et que vous vous exprimez en osant aussi votre vulnérabilité. Merci d'être revenu faire un tour dans Métamorphose pour nous aider à retrouver la joie après peut-être avoir perdu le sens. Je rappelle le titre de votre livre, Traverser la perte de sens, aux éditions Erol. On peut retrouver aussi d'autres informations sur votre site internet gwenaelleperciaud.com. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.